Bonjour à tous les lecteurs que vous êtes. Aujourd'hui, 45e épisode de l'Alchimie d'un roman, et il est temps de reparler de littérature fantastique, car vous savez bien que c'est un genre que j'affectionne particulièrement. Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la marmite d'un auteur emblématique, c'est le moins qu'on puisse dire, tant il a marqué les imaginaires. Il s'agit de Howard Phillips Lovecraft, l'inventeur de toute une mythologie, celle de Cthulhu, Shub-Niggurath et autres Fungi de Yuggoth, un auteur essentiellement de nouvelles, mais qui a écrit aussi 2 romans, dont l'affaire Charles Dexter Ward, que nous allons maintenant décortiquer ensemble. Et nous verrons ainsi comment les 4 éléments peuvent se combiner dans le cadre particulier de la littérature fantastique. Quel style, quelle fiction peuvent susciter la peur ou l'angoisse sans basculer dans le ridicule ou l'invraisemblable? Quel milieu peut servir de terreau à ces histoires si particulières? Et enfin, à quoi sert le fantastique et quel message peut-il porter? Et d'abord, qu'est-ce que c'est que cette affaire Charles Dexter Ward? C'est une enquête avec ses mystères et leurs réponses. Autant dire que si vous voulez découvrir cela par vous-même, je vous engage à lire ce roman avant d'écouter ma vidéo. Bon, alors l'affaire Charles Dexter Ward, à la base, c'est ce qu'on appelle un meurtre en chambre close, ou plus exactement une disparition. La disparition de Charles Dexter Ward, un aliéné enfermé dans un asile qui disparaît du jour au lendemain de sa chambre fermée, muni d'une seule fenêtre à 20 mètres du sol, et laissant pour seul indice une fine couche de poussière bleue. Et nous suivons le docteur Willett qui a décidé d'enquêter sur cet homme. Alors il découvre que Charles Dexter Ward enquêtait lui-même sur un certain Ezra Whedon, citoyen de la ville de Providence, ayant vécu 2 siècles plus tôt, et qui lui-même enquêtait à l'époque sur les recherches d'un mystérieux professeur Curwen. Un chimiste étrange, du genre à se faire livrer des momies par bateau, et qui fut lié de près ou de loin à la tristement célèbre affaire des sorcières de Salem. Un jour, Whedon décide d'investir le laboratoire secret de Curwen à la tête d'une troupe de gros bras. Les choses tournent mal, et les hommes deviennent fous à cause de ce qu'ils exhument des fameux souterrains. Curwen en profite pour disparaître. 200 ans plus tard, Charles Dexter Ward découvre qu'il est le descendant du professeur Curwen, et qui plus est, son sosie presque parfait. Il enquête et il décide de construire un laboratoire, tenez-vous bien, à l'emplacement exact de l'ancienne tanière de Curwen. L'entreprise le rend fou et il est interné. C'est donc là-dessus qu'arrive le bon docteur Willett, qui se dit que pour en avoir le cœur net, le mieux est de rendre visite au fameux laboratoire. Et c'est seulement à la toute fin de cette aventure, en épilogue, que l'on comprendra pourquoi et comment Charles Dexter Ward aura disparu de son asile. Ok, alors l'affaire Charles Dexter Ward est un récit 100% fantastique. On y croise des vampires ou apparentés, et surtout à la manière de Lovecraft, des monstruosités innommables invoquées des profondeurs de l'éther. Et voilà donc que se pose d'emblée le problème fondamental que rencontre tout auteur de littérature fantastique. D'un côté, l'auteur désire naturellement que son lecteur s'identifie à son héros. Ça n'a rien de spécifique, c'est l'objet de tout romancier. Pour entrer dans un récit, il faut forcément ressentir de l'empathie pour le personnage que l'on suit. Ici, le plus logique donc, serait de s'identifier à Charles Dexter Ward lui-même, le gars qui va côtoyer l'innommable et l'horrifique jusqu'à en devenir fou. Mais par-dessus ce simple besoin d'identification, la littérature fantastique rajoute un problème qui lui est particulier, celui de la vraisemblance. Parce que dans un récit fantastique, par définition, l'auteur demande à son lecteur de croire une histoire irréaliste, une histoire de fantômes, de vie éternelle, d'invocations maléfiques et j'en passe. Des histoires qui, dans la vraie vie, sont des affabulations ridicules. Et si le lecteur trouve les situations ou les créatures ridicules, il referme le livre et pour l'auteur, la partie est perdue. Alors, pour nous faire croire plus facilement à son univers fantasmagorique, Lovecraft a recours à une astuce, la narration indirecte. Ainsi, il ne nous propose pas d'incarner Charles Dexter Ward, mais plutôt d'enquêter sur lui comme le ferait un journaliste. Ainsi, des événements qui nous auraient semblé ridicules si on avait essayé de nous les faire vivre en direct, passent beaucoup plus facilement sous la forme d'un article de journal par exemple. Parce qu'on est habitué au sensationnalisme des journaux, et que la forme indirecte ajoute un certain flou qui laisse à notre imagination le soin de boucher les trous. Mais alors du coup, vous voyez bien le problème. Si la narration est indirecte, on perd l'identification, et on n'incarne plus vraiment ce héros que l'on ne suit qu'à travers des coupures de journaux. Eh bien, Lovecraft s'en tire avec brio, en choisissant comme personnage principal, non pas Charles Dexter Ward, mais le docteur Willett, c'est-à-dire l'enquêteur lui-même. C'est très élégant, puisque cette fois nous avons le beurre et l'argent du beurre. D'un côté, on croit plus facilement les éléments les plus fantastiques parce qu'on les lit dans les journaux de façon indirecte et un peu floue, mais on s'identifie quand même à un personnage de chair et d'os, le docteur Willett. On n'incarne pas le héros, on incarne l'enquêteur.
Le procédé éclate de façon spectaculaire quand, par exemple, le docteur Willett découvre une inscription kabbalistique qui est représentée telle qu'elle au beau milieu du texte. Forcément, on est curieux et on essaye de lire. Yai, Nga, Yogg-Sothoth, El, Gebfai, je vous épargne le reste. Puis, cette inscription est suivie de la phrase suivante. Willett fut tellement fasciné par ces deux formules qu'il se surprit bientôt à les répéter à voix basse. Ce qui est exactement la chose que nous, lecteurs, venons de faire en lisant le roman. Nous sommes l'enquêteur, nous sommes Willett, l'identification est parfaite. Alors du coup, l'affaire Charles Dexter Ward est présentée comme une véritable enquête, comme une histoire à la Sherlock Holmes où le lecteur, dans la peau du docteur Willett, cherche à deviner la solution avant la fin du bouquin. Et ce type de roman demande un style très riche en détails, pour deux raisons. D'abord parce que les détails ajoutent forcément du réalisme. Chaque coupure de presse, chaque page de journal intime regorge de lieux, de dates, de noms, comme dans la réalité. Mais aussi parce que tous ces détails sont autant d'indices qu'on s'empresse de mémoriser, cherchant lequel sera décisif dans notre compréhension finale. Mais ici encore, le genre fantastique introduit une contradiction. Parce que dans un roman fantastique, mieux, dans un roman d'horreur, le détail n'est pas forcément une bonne chose. Dans un roman fantastique, il convient de rester flou. Pourquoi ? Parce que la peur réside dans l'inconnu et dans l'imagination du lecteur. Appelons ça l'effet Alien. Vous savez, le monstre de Ridley Scott qui nous fait crier dans l'espace. Eh bien souvenez-vous, Alien, moins on le voit, plus on en a peur. Et Lovecraft a très bien compris ce mécanisme fondamental de l'angoisse. Et alors qu'il redouble de détails dans les scènes d'enquête, dès qu'on entre dans l'action, dès qu'on descend dans le laboratoire souterrain aux côtés du docteur Willett, tout devient flou. Voyez donc la maestria de Lovecraft en action. Willett avance dans l'obscurité. Il tombe sur une sorte d'hôtel démoniaque. Il l'inspecte et découvre des bas-reliefs horrifiques. Que représentent-ils ? Quand il eut vu ce qu'ils étaient, il se rejeta en arrière. C'est tout ce qu'on saura, à vous d'imaginer. Ensuite, il découvre une monstruosité au fond d'un puits, et voici à quoi elle ressemble. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que certaines formes ou entités détiennent un pouvoir de suggestion qui fait entrevoir d'innombrables réalités au-delà du monde illusoire où nous nous enfermons. C'est flou, mais pourtant on se fait une image mentale de l'horreur qui rampe au fond de ce trou. Et Lovecraft précise pour compléter le tableau, l'entité prisonnière ressemblait à certaines sculptures de l'autel. Et voilà comment Lovecraft parvient à jongler avec deux styles qui sembleraient opposés. Pendant l'enquête, il abonde en détails et en indices, mais au moment de l'action, il laisse la place à l'imagination du lecteur qui, elle seule, saura susciter la peur. Voilà, nous venons donc de voir comment Howard Phillips Lovecraft, grâce à son style et à la structure de ses récits, s'est fait une place au panthéon de la littérature fantastique. Il faut savoir que Lovecraft vécut au début du XXe siècle, c'est-à-dire après la grande vague du fantastique classique, après les Dracula, les Frankenstein ou les Jekyll and Hyde. D'ailleurs, Lovecraft s'inscrit clairement dans cet imaginaire classique avec par exemple une partie de son récit située dans un château de Transylvanie, un labo secret et un savant fou, ou encore des manipulations sur les cadavres. Carton plein, tous les standards sont présents. Mais Lovecraft n'est pas un auteur du XIXe siècle, et son époque particulière va lui fournir un terreau spécifique qui fera toute son originalité, et ce terreau, c'est la science. À cette époque, plusieurs découvertes récentes vont toutes dans le même sens philosophique, celui de détrôner l'homme et l'humanité de leur piédestal au sommet de l'univers. Plusieurs découvertes qui relègue l'homme au rang de fétu de paille perdu dans une immensité qu'il dépasse. D'abord, il y a la théorie de la relativité d'Einstein, qui montre que les lois fondamentales de l'univers, celles qui régissent les particules, l'infiniment petit, et le cosmos, l'infiniment grand, ces lois sont très différentes de celles que l'homme perçoit au quotidien. Et d'ailleurs, plus les astronomes scrutent l'univers, plus ils découvrent qu'il est vaste. À la suite de Neptune en 1846, Pluton sera découvert 2 ans après l'écriture de ce roman. Et aussi, plus les géologues étudient la Terre, plus ils découvrent qu'elle est vieille, et plus les paléontologues étudient l'homme, plus ils découvrent qu'il est jeune et noyé dans le buisson de l'évolution animale. Et c'est bien ce terreau particulier qui confère à l'œuvre de Lovecraft son incroyable originalité. Car l'angoisse de ces personnages, la terreur face à ce qu'ils appellent les abîmes du temps et de l'espace, expression typiquement Lovecraftienne, c'est exactement ce qu'on peut appeler une sorte de vertige scientiste. Et c'est le message principal de Lovecraft, c'est un message existentiel. L'homme ne pèse rien, il est minuscule face à l'immensité. Et face à l'éternité, il vient juste de naître.
L'univers de Lovecraft peut être vu comme la conséquence logique de la science moderne, c'est le contraire d'un humanisme chrétien, l'univers n'est pas un cocon créé pour l'homme et autour de l'homme par un dieu qui serait à son image, l'univers ne sait même pas que l'homme existe. Et Lovecraft en rajoute une couche en substituant aux dieux chrétiens une mythologie effrayante de dieux informes qui n'ont rien à voir avec l'humanité. Son message, c'est aussi un pessimisme que les plus rationnels peuvent voir comme le produit de l'époque où vivait Lovecraft, coincé entre deux guerres mondiales. Une montée de puissance profonde face auquel l'homme n'a aucune chance, des guerres mondiales qui, comme le grand Cthulhu, échappent à l'homme qui pourtant les a invoquées. Voilà pour les messages, mais je me permettrai d'ajouter une touche plus optimiste et plus poétique. Car au-delà de cette vision sombre et désespérée de notre univers, Lovecraft nous laisse en héritage une mythologie incroyable et un imaginaire tout à fait original et personnel. C'est la mythologie de Cthulhu, avec ses grands anciens, ses Nyarlathotep, Azathoth et autres Shub-Niggurath. Une mythologie floue, nébuleuse, des entités dont on ne sait pas grand-chose, mais qui ont l'incroyable pouvoir de faire travailler nos imaginations, nos peurs et nos cauchemars. Après la mort de Lovecraft, certains auteurs, souvent des proches, ont entrepris d'organiser cette mythologie et d'en préciser les détails. À mon avis, c'est une erreur. Lovecraft avait compris que la peur naît de l'inconnu et que toute théorie explicative ne peut qu'en ruiner la magie évocatrice. Dites à un enfant que Nyarlathotep va venir le rencontrer ce soir et il ne dormira pas de la nuit. Montrez-lui son portrait, il se couchera en souriant. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, et jusqu'au prochain numéro, je vous invite à rafraîchir votre mémoire en revoyant mes épisodes précédents ou en découvrant ceux que vous auriez ratés, il commence à y en avoir un bon paquet. Tout ça en vous abonnant à ma chaîne YouTube, c'est-à-dire en cliquant ici. C'est gratuit et ça me fait plaisir. Vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook ou lire quelques articles sur mon blog. En attendant, lisez des livres, portez-vous bien et à bientôt.